D'ailleurs, je vois que des étudiants ici, du premier au dernier rang, jeune homme. Vous avez dit que la Russie a tout intérêt à continuer la guerre jusqu'à les élections américaines. Est-ce qu'elle peut vraiment continuer d'un point de vue financier, militaire, ou est-ce qu'elle ne risque pas un peu de, entre guillemets, s'effondrer parce que à cause de facteurs économiques ou simplement... Vous savez, ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que lorsque la guerre, vous savez, paraît-il que Kipling aurait dit, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et donc, moi, ce qui me frappe beaucoup dans les informations, c'est de voir à quel point les passions immédiatement l'emportent. Et sur les plateaux de télévision, on voit bien le passage de l'opinion, de l'analyse à l'opinion. Voilà. Parce que Poutine est méchant, je suis d'accord, Poutine est méchant, je dirais à la fois affectivement, mais aussi parce que c'est l'intérêt de la France que l'Ukraine ne soit pas battue, mais voilà, comme je l'ai dit, je crois, la Russie c'est 140 millions d'habitants, c'est 17 millions de kilomètres carrés, la deuxième industrie d'armement au monde. L'Ukraine c'est que 40 millions d'habitants. Le PIB de l'Ukraine en 2022 était 9 fois inférieur au PIB de la Russie. 9 fois. Or aujourd'hui on considère que 35% du PIB de l'Ukraine a été détruit par la guerre. Vous avez 40 millions d'habitants qui se battent merveilleusement, mais bon voilà, il y a quand même des millions d'Ukrainiens qui sont partis. Vous avez, en termes de ressources financières, la Russie n'a aucun problème. La Russie avait d'énormes réserves, elle avait à peu près 6 à 700 milliards de dollars ou d'euros. On n'en est pas là de faire. Et à peu près 300 milliards étaient à l'extérieur, ont été saisis ou gelés. Il en reste 400 milliards. Et la Russie continue de vendre son pétrole, continue de vendre son gaz, parce qu'il y a toujours, les Indiens en profitent, les Chinois, ils payent, en plus ils ont des ristournes, donc ils en profitent. Il y a aussi, vous savez, les trafics, les sanctions ne sont jamais aussi efficaces qu'on le rêve. Vous regardez les chiffres, par exemple nos amis allemands, d'un seul coup leurs exportations au Kazakhstan ont été multipliées par 10. Alors, soit les Kazakhstanais ont soudain un amour immodéré pour la machine outil allemande, soit on peut s'imaginer que les Kazakhstanais revendent une partie des armes, des machines outils allemandes vers la Russie. Donc non, la Russie, me semble-t-il, enfin autant que je puisse le dire, selon les infos, peut très bien continuer la guerre au moins pendant une année. Du côté ukrainien, l'Ukraine ne le peut que si le soutien occidental se maintient. Mais c'est quand même vous savez, beaucoup de commentateurs, de nouveau, je trouve que l'Ukraine se défend merveilleusement face à une agression odieuse, mais beaucoup de commentateurs sont un peu prêts à mourir jusqu'au dernier Ukrainien. N'est-ce pas? Tout ça, c'est quand même des dizaines de milliers de morts, c'est des dévastations d'un pays. Et donc, voilà, l'Ukraine se bat, mais l'Ukraine paye un prix très très élevé. Et donc, la question de l'effondrement, moi je la poserai plutôt du côté ukrainien que du côté russe à ce stade. Mais je pense que la guerre se prolongera au moins jusqu'en novembre 2024, jusqu'au résultat des élections américaines. Et de nouveau, au résultat des élections américaines, les derniers sondages sont ravageurs. Vous avez tous les sondages il y a quelques semaines donnent Trump-Biden à 42-43%, à 1%. Et les sondages pour les moins de 25 ans disent que le quart des moins de 25 ans américains vraiment sont enthousiasmés par Biden. Biden n'est pas enthousiasmant, c'est un très vieux monsieur. Vous regardez à la télévision, sur YouTube ou sur tablette, et vous voyez vraiment, quand il fait un discours, une conférence de presse, vous avez vraiment l'impression de quelqu'un qui est très vieux. Or, les Américains n'élisent pas un énarque. C'est-à-dire, ils n'élisent pas quelqu'un qui est supposé vous dire le taux de l'impôt sur les successions à 1,5% près. Ils élisent un commander-in-chief. C'est-à-dire qu'ils élisent un chef. Le chef qui dirigera le pays. Vous savez, moi j'ai connu Ronald Reagan, ce qui montre mon âge, et Ronald Reagan était incapable de faire 5 minutes sur le budget américain. Mais il projetait l'idée, c'était le chef, il avait une idée, il n'en avait qu'une d'ailleurs, il avait qu'une idée,
et il l'a mis en œuvre avec beaucoup de fermeté. Voilà, et quand vous regardez Biden, vous y voyez votre grand-père, et vous le portez beaucoup d'affection. Hein. C'est vrai que c'est un homme assez sympathique, il n'a pas été un mauvais président, mais vous ne voyez pas en lui un commander-in-chief. Et vous avez aux États-Unis, vous savez, la vie politique américaine, c'est la première fois de ma carrière où je vois à quel point elle est comparable à la vie politique européenne. C'est-à-dire que vous avez 35-40% des Américains, un peu comme les Français, hein, ou les Britanniques, les Italiens, qui considèrent que le système est pourri, que le système ne répond pas à leurs besoins, et donc soit ils s'abstiennent, soit ils sont prêts à renverser la table et à voter pour n'importe qui. Voilà. C'est un peu ça le populisme. Hein. Eh bien, toutes les sociétés occidentales en sont infectées, les États-Unis comme les autres. Biden n'a pas réussi à apaiser la crise politique américaine, elle est plus aiguë que jamais, et donc je vous conseille de suivre la campagne électorale américaine. Une campagne électorale américaine, c'est toujours une bonne série. Hein. Vous avez une bonne série, il manque que le sexe, et encore, non, c'est pas vrai. Et donc, c'est une bonne série américaine, et là, la série, elle sera vraiment, là, ça sera la saison 4, ce sera le couronnement de tout. Oui, un élève en première rang. S'il vous plaît, merci d'abord pour votre exposé qui était très intéressant. 4 questions. Première question, semble-t-il, vous avez évoqué l'effondrement de l'armée ukrainienne. Je crois que cet effondrement est à peu près inéluctable, puisque imaginons qu'on se trouve à la France en 1916. Pendant la bataille de Verdun, la France avait à peu près le même nombre d'habitants que l'Ukraine, c'est-à-dire 148 millions d'habitants. Imaginons que 2 millions de Français aient fui vers l'étranger, car donc, première question, effondrement éventuellement de guerre. Deuxième question, si Poutine a une crise cardiaque, comme vous l'évoquez, est-ce que le successeur ne poursuivra pas la même politique que Poutine? Troisième question, je vais vous être trop long. Troisième question, est-ce que les États-Unis n'ont pas tiré de leçons du passé? C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils se sont retirés de l'Europe, ils l'ont payé très cher. Est-ce que cette fois-ci, ils ne vont pas tirer la leçon? Et dernière question fermée, est-ce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, aussi bien en Ukraine qu'en Moyen-Orient, les traités de paix ne seraient pas devenus impossibles? En fait, on vit un monde dans lequel il n'y a pas de traité de paix. Alors j'ai 6 heures, hein, donc ça va. Et alors je précise, monsieur l'ambassadeur, que c'est la question émane d'un jeune étudiant de première année, Philippe Rodefarge, néanmoins géopolitologue blanchi sous le harnais, et que vous pouvez retrouver dans pas mal d'essais, mais notamment une géopolitique pour les nuls. Et c'est une collection intéressante, la géopolitique pour les nuls, c'est pas du tout pour les nuls, ce sont des bouquins extrêmement pédagogiques, voilà, j'en fais la publicité parce que c'est vraiment un bouquin pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique, surtout le monde ici, tout à fait intéressant. Merci beaucoup Philippe pour ces 4 questions. Voilà. Alors, l'effondrement de l'armée, un effondrement, vous savez, quand vous essayez de faire de la prédiction, il y a toujours des événements imprévisibles. Voilà. Une révolution, c'est imprévisible. Qui aurait dit le 13 juillet 1789 qu'une monarchie millénaire allait s'effondrer en 3 ans? Personne, c'était impossible. Que la chute d'une vieille forteresse défendue par des anciens combattants, par une dizaine, signalerait la fin de la plus belle monarchie sous le soleil européen. Donc voilà, on ne peut pas prévoir la révolution iranienne, personne n'a prévu. Donc personne ne peut prévoir pourquoi une armée s'effondre d'un seul coup. D'un seul coup, le moral est là, et voilà. Donc, est-ce que l'armée ukrainienne s'effondrera? Je n'en sais rien. En tout cas, pour le moment, les Ukrainiens veulent se battre. Ils sont particulièrement, je dirais, ils le font avec courage, et ils sont galvanisés par les atrocités qu'ont commises par les Russes, par les destructions qu'ont commises les Russes, et je dirais aussi galvanisés d'une certaine manière parce que c'est une guerre fratricide. Quoi qu'on dise, pour les Ukrainiens, être agressé par la Russie, ça a un côté fratricide, et donc ça a un côté un peu guerre civile. Donc, or, les guerres civiles sont les pires, si j'ose dire. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est possible. Deuxièmement, ou en désordre, je dirais que si, en effet, j'avais pensé en le disant, si Poutine demain avait une crise cardiaque ou s'il était liquidé dans un couloir du Kremlin, nul ne peut penser que le successeur serait une sorte de démocrate bisounours qui
dirait « aimons-nous, je me retire de l'Ukraine et je présente mes excuses au peuple ukrainien ». En réalité, le pouvoir, autant qu'on le comprenne, parce que c'est un pouvoir qui est assez opaque, le pouvoir, ce ne sont pas du tout les oligarques qui viennent à Saint-Tropez avec leurs immenses yachts, ce sont plutôt les durs des services de renseignement, ce qu'on appelle les siloviki, et que ceux-ci sont considérés en général encore plus nationalistes que Poutine. Et n'oublions pas que la Russie est une puissance nucléaire. Donc voilà, donc je pense en effet que l'hypothèse Poutine va mal, Poutine a le cancer. Vous savez, quand j'étais en poste comme jeune diplomate, j'étais en poste en Israël déjà, et c'était en 84, et je me rappelle qu'en 84, tout le monde me disait Raphaël Al-Assad a le cancer, il a 6 mois à vivre, et honnêtement, il est mort 15 ans plus tard. Hein. Donc, soyons tous ces prétendus potins où, sur le thème il a le cancer, méfions-nous, et de toute façon, qu'est-ce qui viendra après? Alors, l'idée, en effet, la notion en relations internationales, les traités, moi je mets en parallèle le problème de la déclaration de guerre. C'est-à-dire que depuis 1945, il est très difficile. Les relations internationales ont changé en ceci que je pense que depuis 1945, il n'y a pas eu de déclaration de guerre officielle. Plus personne ne déclare la guerre. Vous savez, avant, c'était l'ambassadeur prenait sa canne, son chapeau, ses gants beurre frais, et allait au ministère des Affaires étrangères et disait j'ai la tristesse de vous annoncer, la tristesse de vous annoncer que voilà, qu'à partir du 1er septembre à 12h, la République française considérera qu'elle est en guerre avec le Reich allemand. Voilà. Alors c'est des chics, hein, dans une carrière, c'est faire ça. Dieu merci, on me l'a épargné, mais depuis 1945, je ne crois pas qu'il y ait eu une déclaration de guerre, c'est-à-dire qu'on attaque. Vous voyez, on ne se gêne plus de ces genres d'élégance à l'ancienne, hein, de même que les ambassadeurs sont beaucoup moins chics qu'avant, on ne déclare plus, on ne fait plus de déclaration de guerre. Mais et en continuant, en effet, les traités de paix, il faudrait regarder, mais lorsqu'on voit la plupart des conflits, il doit y avoir des exemples, et en effet, Philippe doit les connaître, mais je ne connais pas beaucoup de traités pour mettre fin à la guerre. La guerre finit, point. Au Vietnam, entre l'Inde et le Pakistan, alors il peut y avoir un armistice. Il peut y avoir des armistices, mais des armistices qui durent pendant des décennies, voilà, entre les... Alors, il y a eu le traité de paix entre Israël et ses voisins, mais d'une certaine manière, c'était moins des traités de paix que la reconnaissance de l'existence d'Israël. C'était plus lorsque l'Égypte, au fond, le vrai cœur du problème entre l'Égypte ou la Jordanie et Israël, c'était plutôt reconnaître l'existence d'Israël. Voilà. Alors, par la même occasion, c'était un traité de paix. Mais c'est évident que les relations internationales ont vraiment, de même qu'à mon âge, on dit que les jeunes ne sont pas polis, et ben voilà, en relations internationales, c'est un peu la même chose, on n'est plus poli. Donc, on ne s'embarrasse pas de ces formes. Troisième question ou quatrième question que j'ai oubliée, la vieillesse est un naufrage. Ah, c'est vraiment. Je suis moins vieux que je pensais. C'est voilà. Une dernière question à Gérard Haro. N'hésitez pas, il n'y a pas de question bête. Alors, voilà. Par rapport aux États-Unis, comme vous citez Donald Trump, effectivement, après, ce qui m'étonne, c'est que, bon, effectivement, ça peut être lié à des engagements des États-Unis, mais j'imagine pas les Américains qui sont quand même assez fiers c'est une forme de se coucher pour la Russie s'ils se désengageaient du conflit. Et ça, je ne peux pas l'imaginer avec les romans de guerre froide. Enfin, voilà, ces gens-là sont quand même des gens qui se rappellent du passé, la guerre froide avec la Russie, et se coucher devant la Russie, ça serait une forme de... Non, je crois que d'abord vous sous-estimez le fait que Donald Trump n'a pas de souvenir totalement. Il considère l'Europe comme il considère la Chine et l'Amérique latine. Il n'a aucun engagement intellectuel, culturel ou même géopolitique vis-à-vis de l'Europe. Là, je voyais ce matin, même pas en venant, qu'il y a plusieurs fuites provenant de l'équipe qui prépare la campagne de Donald Trump, et apparemment, et ça avait l'air bien sourcé,
une des annonces de Donald Trump serait le retrait de l'OTAN. Vous voyez, ce serait le retrait des États-Unis de l'OTAN, ou alors supprimer la clause de défense collective de l'OTAN, c'est-à-dire la même chose. Vous imaginez donc je crois qu'on ne peut pas sous-estimer le choc que constituera l'élection de Donald Trump. Oui, mais vous qui connaissez bien les États-Unis, c'est ça les Américains, est-ce que Donald Trump est représentatif des Américains? Non, mais c'est lui qui décidera. C'est lui qui décidera. Il sera quand même élu. Non, oui, mais les Américains... Les Américains s'identifient à Donald Trump. Oui, les Américains, alors, d'abord, la politique étrangère n'est jamais décisive dans une élection présidentielle, qu'elle soit aux États-Unis ou qu'elle soit en France. Il y a une crise politique majeure aux États-Unis, et donc Donald Trump peut très bien être élu en annonçant que le retrait de l'OTAN. Il faut bien se dire que la politique étrangère américaine, les gens, on ne se souvient pas que les États-Unis sont rentrés dans le monde en 1945. C'est-à-dire que de 1797, alors pourquoi 1797? Parce que c'est George Washington quitte ses fonctions de président. Et il fait un grand discours qui est « Ne vous mêlez pas des affaires européennes ». C'est l'époque de la Révolution. Ne voulez pas. Eh bien, de 1797 à 1945, les États-Unis s'en sont tenus là. C'est ce qu'on appelle l'isolationnisme américain. La Première Guerre mondiale, ils ne voulaient pas rentrer dans la Première Guerre mondiale, et c'est nos amis allemands, avec leur habileté habituelle, qui ont réussi à obliger les Américains qui n'en voulaient pas, parce que par la guerre sous-marine totale, et surtout parce que quelque chose que j'aime beaucoup, qui s'appelle le télégramme Zimmermann. Zimmermann était le ministre des Affaires étrangères allemand en 1916, et il envoie un message au Mexique pour dire aux Mexicains « Envahissez les États-Unis ». Alors, beaucoup de choses, nos amis allemands me surprennent toujours, il a envoyé ce télégramme, les Britanniques, la veille même de la déclaration de guerre en 1914, avaient coupé tous les câbles transatlantiques. Mais il y avait encore les câbles transatlantiques partant de l'Allemagne. Donc, le ministère des Affaires étrangères allemand envoyait ces télégrammes via Stockholm. Mais il ne savait peut-être pas que Stockholm, ça passait par Londres. Et donc, à Londres, ils ont déchiffré, en plus, les Britanniques avaient le chiffre allemand. Ils ont déchiffré, et comme vous pouvez l'imaginer, ils l'ont passé aux Américains. Les Américains ont passé 15 jours à le croire. Ils ont dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Puis ils ont dû réaliser ça, et donc les Américains sont entrés en guerre le 4 avril 1917. Mais dès 1919, les Américains rentraient rapidement en Europe, ils n'ont pas ratifié le traité de Versailles, et en 1939, ils n'étaient pas là. Et en 1940, le 14 juin 1940, lorsque la France est submergée, le 14 juin 1940, les nazis rentrent dans Paris, Paul Reynaud, président du Conseil français, envoie un télégramme à Roosevelt, un télégramme très émouvant, en disant « Nous sommes submergés, la démocratie est en train de... Nous vous supplions, venez à notre secours ». Et naturellement, Roosevelt ne répondra pas. Les États-Unis sont entrés en guerre, non pas, quand on nous parle les États-Unis sont entrés en guerre, non, les États-Unis ne sont pas entrés en guerre, c'est les Japonais qui ont attaqué les États-Unis le 7 décembre 1941, c'est-à-dire 27 mois après la déclaration de guerre franco-britannique, et ensuite, ils n'ont pas déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est Hitler, pour une raison qui m'échappe, qui le 12 décembre 1941 déclare la guerre aux États-Unis. Donc les États-Unis, profondément, la politique étrangère américaine, elle est, je dirais, dans son ADN, elle est isolationniste. C'est-à-dire c'est un pays qui se voit comme un continent. C'était Bismarck qui disait, vous savez, la défense des États-Unis, c'est à l'est les poissons et à l'ouest les poissons. Et les malheureux voisins n'ont jamais envahi les États-Unis, c'est plutôt l'inverse. Les États-Unis ont occupé 2 ou 3 fois Mexico City. Donc ces États-Unis, il y a eu une rupture en 1945. Alors pourquoi en 1945? Parce que en 1945, la Grande-Bretagne et la France sont épuisées et ne peuvent plus faire le boulot. Et en face, vous aviez l'Union soviétique. Alors cette Union soviétique, pour les États-Unis, c'est la bénédiction. Les États-Unis, c'est le bien contre le mal est identifié, et voilà. Et donc, les États-Unis s'engagent en relations internationales. Mais aujourd'hui, il y a un très fort courant aux États-Unis sur le fait que toutes nos interventions militaires ont échoué. C'est l'Afghanistan, c'est l'Irak, et puis tout cet argent qu'on a dépensé, on ne pense pas
Je ne pense pas aux indigènes qui ont été tués, hein, mais tous ces milliards de dollars, ces trillions, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire ces milliers de milliards de dollars qui ont été dépensés, eh bien, il aurait mieux valu les dépenser pour nos routes qui sont défoncées, pour nos aéroports qui sont médiévaux. Donc, non, il y a ce côté, et ça, c'est général. Et lorsque vous voyez Obama, Trump, Biden, il y a une grande continuité sur le thème du repli. Les États-Unis se replient, se retirent du monde, et en plus avec cette obsession, la Chine. Il faut aller aux États-Unis pour sentir à quel point le pays est en train de virer sur la côte ouest, et le pays est vraiment obsédé, quasiment de manière paranoïaque, hein, par la menace chinoise. Vous savez, quand on va aux États-Unis, on se rend compte, par exemple, que le conflit ukrainien est très loin des préoccupations américaines, hein, par rapport à nous. Encore que maintenant, depuis 10 jours, on n'en parle plus. Mais vraiment, même avant, vraiment, c'est un conflit qui est très loin des Américains. Et donc, mais ça, c'est mon opinion, et je peux me tromper, hein, naturellement, mais si Trump fait campagne sur le thème du retrait de l'OTAN, je ne suis absolument pas convaincu que les Américains lui en tiendront vraiment, feront des reproches, considéreront que c'est un problème. Les Américains sont convaincus, mais ça ils le sont convaincus depuis 50 ans, que les Européens ne dépensent pas assez pour leur argent, pour leur défense. Vous savez, c'est quand même difficile d'expliquer aux Américains, vous devez dépenser des dizaines, peut-être même des centaines de milliards pour la défense de l'Europe. Pourquoi les Européens ne le font pas? Pourquoi l'Allemagne ne le fait pas vraiment? Et ça, c'est un thème qui marche toujours. Alors, vous savez, quand j'étais enfant, ils appelaient ça le burden sharing, le partage du fardeau. Eh bien, ça reste et ça revient régulièrement sur le thème les Européens ne dépensent pas assez pour leur défense et en plus, nous n'avons pas d'intérêt en Europe. Là, je pense qu'ils ont tort, mais c'est le thème. Notre problème, c'est la Chine. Mais, comme on dit aux États-Unis, the jury's out. Donc là, on verra ce qu'il en sera au cours de la campagne électorale. Je crois qu'il y avait quelqu'un avec voilà, au fond. Oui, c'était pour rebondir sur la question de monsieur, c'est que après, c'est que le sentiment aux États-Unis aujourd'hui, quand on regarde les sondages et les avis des Américains, surtout la nouvelle population, ils n'ont plus le même sentiment qu'elle peut avoir leurs aînés sur le sentiment anti-soviétique ou anti-russe. Et quand on regarde les informations aux États-Unis, la proportion qui est différente à la nôtre de la médiatisation du peuple ukrainien, ils n'ont pas le même sentiment et importance au ralliement de la cause ukrainienne. C'est plus dans un intérêt économique, même politique. Vous savez, aux États-Unis, enfin je l'ai dit un petit peu, les États-Unis, au fond, ont eu le luxe extraordinaire de pouvoir se passer de la géopolitique. Vous savez, la géopolitique, c'est l'ennemi, le voisin, il faut se méfier du voisin. Eux, ils n'ont jamais eu à se méfier du voisin. Hein, qui se méfie du Canada entre nous, hein? Personne ne peut se méfier du Canada. Et je l'ai dit, le Mexique, de temps en temps, ils l'ont envahi et ils lui ont pris quelques millions de kilomètres carrés quand même. Hein, le Nouveau-Mexique, la Californie, le Nevada, etc., le Texas. Tout ça, c'était le Mexique. Donc ils n'ont jamais eu. Et puis c'est un continent. Et ils ont comme le disait Bismarck, que je citais, ils ont les poissons et les poissons. Donc les Américains, par rapport à nous, ne formulent pas leur politique étrangère dans les mêmes termes que nous. Les termes de la politique étrangère française, c'est comme tout pays européen en particulier, c'est la sécurité, les voisins, comment s'assurer que son environnement est sûr. Les Américains n'ont pas tellement ça. Et en plus, les Américains, ça vous le savez, ce n'est pas un pays ethnique, ce n'est pas un pays religieux, ce n'est pas un pays géographique, c'est un pays idéologique. Et fondamentalement, ils sont convaincus de porter une idée. J'ai publié un livre sur la diplomatie française entre 19 et 39, et je parle notamment du traité de Versailles, la négociation du traité de Versailles, et vous verrez à quel point vous avez Wilson, le président américain, qui fait des déclarations pour nous délirantes sur les États-Unis sont le seul pays généreux au monde, le seul pays idéaliste au monde, et donc les États-Unis ont besoin de formuler leur politique étrangère en termes de bien contre le mal. Ça ne veut pas dire qu'ils fassent comme tout le monde, hein, ils défendent leurs intérêts, mais ils ont besoin de cette représentation, le bien contre le mal. Et aujourd'hui, ce mal dont ils ont besoin, c'est la Chine.
Vraiment, quand vous allez aux États-Unis, vous avez, c'est assez ahurissant, hein, vraiment, les républicains, les partis républicains ne parlent pas de la Chine, ils parlent du Parti communiste chinois. Alors, aussitôt communiste, vous imaginez, on est dans une ambiance, vous verrez, je ne sais pas si vous savez, l'ambiance de McCarthy. McCarthy, ce sénateur américain au début des années 50 qui voyait des communistes partout, hein, et qui a persécuté à la fois des artistes mais aussi des fonctionnaires. Et bien c'est un peu la même chose. Là, on est dans une ambiance, la Chine nous menace, la Chine, etc. Et donc dans ce jeu-là, bon, la Russie, c'est un peu, voilà, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu secondaire. Et ça ne mobilise pas les tripes du pays, si j'ose m'exprimer ainsi. Vraiment, c'est la Chine. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez la diplomatie américaine, vous regardez le budget de la défense américain, vous voyez bien que tout est orienté vers la mise en place face à la Chine d'une grande coalition qui va de New Delhi à Tokyo, une grande coalition anti-chinoise. Lorsque le président américain, évidemment, lorsque les Américains, comme vous le savez, nous ont, je ne sais pas comment le dire poliment, mais enfin ont réussi à vendre des sous-marins nucléaires à l'Australie aux dépens des sous-marins conventionnels français, en réalité, ce n'est pas la France qui était le problème. Les Français, on a eu